Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Une question stupide. Pour l'agent du FBI qui, enquêtant sur une sœur, demanda qui fait partie de son réseau. Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. Décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Ce poème de Suzanne Sachs, dont j'ai lu un extrait, c'est Pauline Boyer qui me l'a envoyé. Elle m'a dit qu'il représentait pour elle la liaison entre nos corps et l'écosystème, une métaphore de la force du collectif et de ce qu'on appelle la nature, de notre interdépendance inaliénable et de la vie qui résiste et persiste toujours. La détermination, c'est la qualité première qui saute aux yeux de qui rencontre Pauline Boyer. Actuellement chargée de campagne pour la transition énergétique chez Greenpeace, celle qui a longtemps été porte-parole des associations Alternatiba et ANV COP21, se bat sur tous les fronts avec la même exigence, le climat et l'écoféminisme dans le domaine de l'action et dans celui de la pensée. Après avoir rejoint la revue Alternative non-violente, elle co-signe avec Ioannis Sens un manifeste pour la non-violence, une profession de foi claire et convaincante dotée d'une dimension féministe indéniable. Pauline Boyer, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence? La non-violence, c'est à la fois une manière de voir la vie différemment, une philosophie de vie et un moyen d'action qui peut être très efficace s'il est bien utilisé. La non-violence, c'est une injonction à passer à l'action en même temps qu'un mode d'emploi. J'aime beaucoup la définition de Judith Butler sur la non-violence, qui dit « La non-violence doit s'appliquer justement au moment où elle paraît impossible. La non-violence s'applique là où il y a de la violence. » Et la non-violence est en soi un chemin. On ne sait pas vraiment où il va nous emmener, mais le fait d'agir dans la non-violence avec des stratégies de lutte qui s'inscrivent dans un objectif de protection, de régénération de la vie et de détruire ce qui est destructeur, va nous amener à créer un nouvel imaginaire, un nouveau monde qui sera beaucoup plus enviable qu'aujourd'hui. Alors vous avez publié aux éditions Charles-Léopold Mayer un manifeste pour la non-violence, coécrit avec Ioannis Sens, qui a longtemps été le coordinateur de Non-Violence 21. Qu'est-ce qui vous a poussé à plonger avec lui dans un travail aussi important que ce livre? Alors, Johan m'a appelée pour me demander si j'avais envie d'écrire un livre avec lui sur la non-violence, mais vraiment axé sur les stratégies de lutte non-violente. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et je pense que j'ai écrit ce livre comme je vis la non-violence sur le terrain, c'est-à-dire une expérimentation
Pour moi, ça fait partie de mon chemin exploratoire de la non-violence. Parce que quand on l'a écrit tous les deux, on a beaucoup lu. Il y a beaucoup de références à de multiples penseurs, penseuses, activistes. On a donné la parole à des militants, militantes de terrain un peu partout dans le monde. Donc ce livre-là, je le vois plutôt comme un outil qui sert aux militants et militantes et aussi à toute personne qui s'intéresse à ce qu'est la non-violence et à l'histoire des luttes non-violentes, histoire qui se continue de nos jours. Et aussi, c'est un manifeste, donc quelque part, c'est un appel à vous rejoindre ou à rejoindre les activistes non-violents. C'est ça. On est dans une période potentiellement de basculement, puisque le dérèglement climatique s'accélère. Et aujourd'hui, on a besoin d'être de plus en plus efficace dans les actions qu'on mène. Et les luttes non-violentes nous ont montré dans l'histoire la réussite et les changements sociétaux qu'elles sont capables d'amener avec des véritables bouleversements de conscience. Donc, il ne s'agit pas seulement de changer les lois, même si c'est aussi le cas, c'est changer les mentalités, changer les façons d'appréhender notre rapport au vivant, notre mode de vie, notre façon d'être à l'intérieur de l'écosystème de la planète. Ce livre, c'est aussi un appel aux organisations de la société civile qui utilisent des modes d'action non violents, comme des pétitions, de la sensibilisation, des tribunes, en oubliant la désobéissance civile, qui est le seul moyen d'action illégal, mais qui permet de mettre en lumière des injustices. Et une action de désobéissance civile peut vraiment faire basculer des campagnes. Dans votre manifeste pour la non-violence, vous dites avec Johan Nissens, la lutte emporte celles et ceux qui la mènent souvent bien plus loin que la raison initiale pour laquelle elle a émergé. Alors, est-ce que vous pouvez dérouler pour nous le fil depuis votre prise de conscience militante jusqu'à aujourd'hui, où vous menez le combat peut-être davantage sur le terrain des idées, ou en tout cas à égalité avec le terrain tout court? Bon, j'ai commencé en faisant des études longues. Et j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'industrie pharmaceutique. Je fabriquais des traceurs radioactifs pour diagnostiquer les cancers, ce qui avait une finalité qui me convenait. Mais en faisant ça, j'ai commencé à m'intéresser à la protection de l'environnement. Et c'est là que j'ai découvert Greenpeace et les modes d'action un peu coup de poing avec la désobéissance civile et le fait que Greenpeace arrive à faire changer des lois et donc à améliorer la protection de l'environnement. Et là, en fait, c'est comme quand on tire une pelote de laine, il y a tout qui tombe dessus. Donc, j'ai commencé à me rendre compte de l'impact de nos modes de vie sur l'environnement, mais aussi sur l'humanité entière. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les petits pas, donc arrêter de prendre l'avion pour partir en vacances, devenir végétarienne. Et quelques temps après, j'ai rencontré le mouvement Alternatiba. Je me rappellerai toujours de ma première réunion. Enfin, j'ai été vraiment époustouflée par la méthode d'animation de la réunion, l'organisation qu'il y avait derrière ça et l'efficacité de la réunion, où en fait tout est minuté, on sait ce qu'il faut décider, on perd pas de temps, il y a un ordre du jour, on peut suivre, il y a un compte-rendu qui est envoyé après. Les gens lèvent la main pour prendre la parole et on agite les mains pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. Et je me suis dit, mais quel est ce mouvement ? Je veux absolument savoir ce qui se passe dans ce mouvement. Et en fait, très rapidement, vraiment en rentrant dans l'action, moi, je m'étais mise dans le quartier santé du village d'Alternatiba. Et puis, en fait, j'ai terminé une co-coordinatrice générale du village parce que j'ai commencé à y passer tout mon temps. Et pour ce faire, j'ai démissionné de mon emploi de pharmacienne dans l'industrie pharmaceutique en me disant, mais l'urgence maintenant, c'est plutôt de prévenir toutes les maladies qu'on est en train de générer avec l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, l'utilisation à outrance de produits chimiques. Aujourd'hui, moi, je veux être en amont de la chaîne, entre guillemets, et je veux passer mon temps à militer. J'ai été attirée aussi par le potentiel de création qui existe dans ces mouvements citoyens, parce qu'on part d'une envie commune, d'un collectif, d'une solidarité et d'un objectif commun pour créer des choses inimaginables. Oui, alors comment vous en êtes venu à davantage théoriser la non-violence et qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'aller sur le plan des idées ? J'ai commencé à écrire des articles pour la revue Alternative Non-Violente parce qu'on m'a proposé d'intégrer le comité d'orientation de la revue.
Et donc, j'ai commencé à déjà réfléchir à la manière avec laquelle la non-violence nous fait penser la société. Parce que la revue alternative non-violente, c'est on prend un sujet, un dossier, et on demande à des personnes qui sont spécialistes dans ce domaine d'écrire sur leur sujet avec le prisme de la non-violence. Donc ça peut être le temps, ça peut être le climat, le féminisme, etc. Et ça permet d'avoir une réflexion un peu plus large sur ce que nous apportent les lunettes de la non-violence dans notre manière d'imaginer une autre société. Et donc j'ai commencé à écrire dans cette revue, avec aussi d'autres sollicitations. J'ai publié quelques tribunes dans Libération. Et je me suis rendu compte que dans Alternativa, on avait une tradition essentiellement orale. Et donc, j'éprouvais un besoin qu'il y ait quelqu'un qui se mette à écrire sur pourquoi Alternativa revendique la non-violence, pourquoi c'est important, et de contrer un peu tous ces préjugés ou ces attaques à charge de la non-violence dans certains livres qui circulent dans les milieux militants. Parce que c'est fort de vivre des actions de désobéissance civile, de vivre le fait de se confronter à la violence du système, que ce soit dans la répression des forces de l'ordre ou des interactions avec nos adversaires, avec les personnes qui organisent des projets destructeurs. Et donc, aller subir cette violence et se découvrir par le fait qu'on accepte de subir la violence et à la fois théoriser tout ça et de ramener sur pourquoi on fait ça. Et aussi, comme dans ce livre, que nous ne sommes pas isolés. Il existe des luttes non violentes partout dans le monde. Et partout dans le monde, contrairement à ce qu'on dit, on gagne des victoires en permanence grâce aux luttes non violentes. Et ça, on a besoin de le connaître. Alors, vous insistez beaucoup sur la désobéissance civile. Vous êtes d'ailleurs l'une des héroïnes du documentaire Désobéissants, désobéissantes d'Adèle Flo et Alizée Capini, diffusé sur Arte. Dans lequel les réalisatrices vous suivent dans la période qui précède le procès que vous avez subi suite à votre acte de désobéissance civile qui a consisté dans le décrochage du portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie, acte pour lequel vous avez été condamné. Comment cette action qui a été menée par de nombreux militants et militantes à travers la France a eu un impact selon vous dans l'évolution de la politique écologique gouvernementale d'un côté et dans l'évolution de l'opinion publique sur l'urgence climatique ? Bon, déjà, quand on est militante et qu'on est jugé pour une action de désobéissance civile, le procès fait partie de l'action. Donc, on peut être confronté à la justice. On est seul à la barre, on est jugé individuellement. Mais déjà, sur le banc des accusés, on est plusieurs. Et surtout, derrière, il y a un soutien énorme. Et donc, les procès font partie intégrante des stratégies de lutte non violente. Quand on pense à la réalisation d'une action, en fait, elle doit être défendable, puisqu'on agit à visage découvert, on est sûr d'être prise à tous les coups. Donc, l'objectif, c'est de réfléchir à la manière dont on va faire l'action et au message qu'on va faire passer pour que la disproportion entre le fait pour lequel on est poursuivi et la peine qu'on encourt soit de nature à indigner l'opinion publique. Et moi, j'ai reçu énormément de soutien de personnes qui sont militantes, mais aussi de nos proches ou moins proches qui sont touchés par le fait que des activistes climat sont jugés et vont être condamnés pour vol en réunion, pour avoir décroché un portrait qui vaut 8,90 €, pour dénoncer l'inaction climatique d'un gouvernement et pour mettre face à sa responsabilité le président de la République dont la mission est de protéger la population. Et donc on a eu une grande victoire politique suite aux actions de décrochage de portraits puisque Fanny et Pierre, qui sont des activistes de Lyon, ont été relaxés pour état de nécessité. Donc en septembre 2019. Ce qui a été un séisme dans le monde juridique, ce qui a fait que tous les médias en ont parlé. Et donc, cette campagne d'action de décrochage des portraits d'Emmanuel Macron, elle a été très suivie par les militants et militantes, alors que dès le départ, on savait qu'on risquait la garde à vue. Et ça, c'est le signe que les activistes sont vraiment déterminés. Aujourd'hui, on est dans une escalade de la répression des militants. Nous, pour retrouver les décrocheurs et décrocheuses de portraits qui agissent à visage découvert, ils ont lancé la brigade de lutte antiterroriste. Cette escalade-là, c'est une manière de la part de l'État de désigner comme violents
des militants et militantes non violents. C'est un mésusage en fait de la notion de violence, d'où l'importance de nous maintenir notre attitude non violente face à cette violence étatique et cette violence policière. Quand on a des images comme on avait sur le pont de Sully avec les militants d'Extinction Rebellion qui se font gazer à bout portant par les policiers, quand on voit ça, on peut qu'être indigné. C'est une aberration et ces images, elles ont fait le tour du monde. Donc cette non-violence en action, elle permet de délégitimer la violence de l'État qui, soi-disant, serait légitime. Et elle montre aussi que l'État protège finalement les méga profits du capitalisme. Justement, dans votre manifeste pour la non-violence coécrit avec Yohann Nissens, vous livrez une analyse de fond sur la violence infligée à la fois par le capitalisme et le patriarcat, qui sont peut-être d'ailleurs inséparables. Alors, quelles sont les causes de cette violence du capitalisme, si vous pouvez un peu les résumer pour nos auditeurs auditrices? Déjà, le patriarcat existait bien avant le capitalisme, mais le capitalisme vient renforcer les effets du patriarcat. Le capitalisme est dans un modèle d'économie libérale mondialisée qui est basé sur la domination et la colonisation des corps, de la terre. Donc, on est dans le début de la destruction planétaire dans le sens de la surexploitation des richesses et l'instauration de rapports de domination sur des êtres jugés inférieurs, dont la vie est moins importante que d'autres. Et Judith Butler, dans son livre, qui s'appelle La force de la non-violence, comme le podcast. Tout à fait, parle de la pleurabilité des êtres humains. Pourquoi toutes les vies ne seront pas pleurables de la même manière? Et cette remise en question permettrait justement de recommencer à considérer de manière égale toute vie sur Terre, tout être humain, peu importe son origine, sa préférence sexuelle, son sexe, etc. Et quand on parle de ça, on parle des personnes migrantes qui meurent en Méditerranée, qu'on laisse aux portes de l'Europe. On parle de George Floyd aux États-Unis, d'Adama Traoré en France, de Luana Barbarossa dos Reis Santos au Brésil. Ce sont toutes des victimes de violences policières racistes. On pense aujourd'hui à ces femmes iraniennes, Mahsa Amini et toutes ces femmes et ces hommes qui meurent dans la rue pour réclamer la fin du système patriarcal et religieux qui est violent et meurtrier. Et ça, pour vous, c'est lié aussi au capitalisme? C'est le patriarcat religieux, mais c'est la même logique de système de domination. Donc, en fait, je pense qu'on ne pourra pas remettre en cause le système capitaliste si on ne remet pas en cause le patriarcat. Et inversement. En fait, ces systèmes de domination sont liés et la violence de la domination des corps, et donc l'interdiction des corps à disposer d'eux-mêmes et à être libres, permet de maintenir un système qui profite à une poignée de la population. Le point de vue que j'ai trouvé justement le plus novateur dans votre manifeste, c'est le parti pris féministe, affiché dès le début par le choix de l'écriture inclusive et la volonté tout au long de l'ouvrage de mettre en lumière les femmes. Est-ce que le féminisme fait partie de votre histoire depuis longtemps ou est-ce qu'il y a eu pour vous un éveil sur cette question? Alors, je suis devenue féministe après être devenue activiste climat. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout était lié. Et en luttant contre le dérèglement climatique, c'est pas contre le dérèglement climatique qu'on lutte, c'est contre le système qui génère le dérèglement climatique. Et que ce système-là, il est lié au creusement des inégalités, au racisme, au sexisme et à toutes les formes de discrimination. C'est un système qui ne met pas en son cœur le respect de la vie, le respect de la différence. C'est un système qui met en son cœur l'argent et le pouvoir sur les autres. Et puis aussi, le patriarcat a des impacts sur énormément d'hommes. En fait, il y a très peu de personnes qui en bénéficient. Et donc, l'écoféminisme, pour moi, c'est aussi cette nécessité de recréer le lien entre tous les êtres humains. Et il ne s'agit pas d'aller vers un matriarcat. Non, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on rééquilibre le monde, comment est-ce qu'on arrive à faire monde ensemble. On ne se bat pas pour être des femmes à égalité avec les hommes au comité de pilotage des entreprises du CAC 40. On se bat pour être dans un monde égalitaire qui n'organise pas sa propre destruction. Ce que vous montrez bien dans le livre, c'est que les femmes ont toujours joué un rôle clé dans les mouvements non violents, et c'est très ignoré. Alors, de quelle façon ?
Alors, une étude montre que les mouvements non violents qui ont comme préoccupation donc l'inclusivité et qui ont beaucoup de femmes en première ligne ont des taux de réussite beaucoup plus importants. Parce que souvent, ça permet la réduction de la répression. Par exemple, dans le mouvement Solidarnosc, les femmes ont joué un rôle crucial pendant que les leaders étaient en prison. Et les leaders, c'était les hommes, puisque c'était toujours ceux qui étaient interviewés par les médias, etc. Donc les femmes étaient dans l'ombre, mais elles ont fait tout un travail d'organisation pour cacher les militants, pour écrire le journal. Et donc, justement, les autorités qui cherchaient, mais qui écrit ce journal de résistance ? Qui est cet homme derrière tout ça ? En fait, c'était pas un homme, c'était des femmes. Et donc, ils n'ont jamais trouvé les femmes parce qu'ils cherchaient des hommes. Et aussi, dans le livre... Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes, Srdja Popović explique le rôle des grands-mères qui leur faisaient à manger, etc. Exactement. Ça fait penser aussi au livre de Fatima Wassak sur la puissance des mères, qui transforme vraiment les mères en un sujet politique. Et à Fukushima, après donc l'évacuation d'une partie de la zone autour de la centrale nucléaire, les femmes se sont à la fois battues contre le gouvernement et contre le modèle patriarcal. C'est ce qu'on appelle la double peine, parce que leur mari pouvait rester dans le statu quo. En fait, c'est elles qui ont politisé les soins quotidiens, qui ont organisé les protestations, les contestations judiciaires, qui ont organisé la surveillance des taux de radiation par les habitants eux-mêmes et qui ont géré l'exode. Les femmes, souvent, quand elles sont militantes, doivent se battre non seulement contre le système en place qui peut être économique, politique, mais aussi contre le système patriarcal qui peut redescendre jusqu'à leur sphère privée. Et les luttes permettent souvent aussi aux femmes de s'émanciper et de prendre des droits qu'elles n'avaient pas avant. J'avais visionné un film incroyable qui s'appelle « Ni les femmes ni la terre sont des territoires de conquête ». Et les deux réalisatrices suivent des femmes amérindiennes et des femmes d'Amérique latine. Et donc, il y a des témoignages très puissants dans différents domaines, dont le témoignage des femmes de Malvinas, qui est un village en Argentine. Monsanto voulait construire une usine en périphérie de leur village. Et donc, les habitants et les habitantes se sont mobilisés contre ça. Et ce sont les femmes qui expliquent qu'elles allaient le matin s'allonger sur la route pour empêcher les machines de venir creuser la terre et commencer à construire le bâtiment. Et en fait, elles expliquaient qu'elles faisaient ça parce que donc elles laissaient leurs enfants à la famille pendant la journée, parce que ce n'est pas seulement un bâtiment qui va se construire, c'est le fait que ça va entretenir l'épandage de pesticides qui est déjà énorme en Argentine et tout autour de leur village, qui provoque des cancers. C'est aussi, quand il y a des chantiers comme ça, bien, ce sont beaucoup d'hommes qui arrivent, qui perturbent la vie locale. Ça fait augmenter le nombre de violences et de viols envers les femmes. Et ça met en danger leurs enfants. Donc ces femmes-là, elles ont réussi par leur détermination et leur mobilisation, en s'exposant physiquement, à stopper et à faire que Monsanto abandonne la construction de cette usine donc dans la ville de Malvinas. Et je me demande si justement les préjugés sur la non-violence ne sont pas dus au fait qu'il y ait autant de femmes qui prennent en main cette stratégie. Et vous montrez bien que toute l'histoire invisibilise les femmes de manière générale, mais que ça existe aussi dans l'histoire de la non-violence, parce qu'au fond, il faudrait mettre en valeur quand même des leaders masculins pour donner plus envie de se tourner vers la non-violence, qui est un comble. Et vous vous arrêtez sur la figure d'Hubertine Auclair, qui était en fait une précurseur de la désobéissance civile, dont on parle jamais. Donc j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez un petit peu son histoire. Hubertine Auclair, j'avais pris cet exemple justement de l'urne cassée, parce que Hubertine Auclair et énormément de femmes ont mené des actions donc à la fin du 19e siècle, pour le droit de vote des femmes. Et on a pris cette action justement symbolique de casser l'urne dans le bureau de vote parce qu'elle n'avait pas le droit de voter. Et typiquement, c'est une action non violente parce qu'on casse du matériel, mais l'objectif est d'envoyer un message fort. C'est la symbolique qui compte. C'est un peu la non-coopération aussi, ce qu'elle voulait faire. Oui.
Si les femmes ne peuvent pas voter, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elles payent des impôts, qu'elles participent à la société si elles ne sont pas citoyennes. Donc, allons jusqu'au bout. Hubertine Auclair, Olympe de Gouges et de nombreuses femmes revendiquent le droit d'être une citoyenne à part entière, puisqu'elles sont de toute façon assujetties aux mêmes lois que les hommes quand il s'agit de la répression, voire pire, puisque on permettait aux maris de tuer leurs femmes si elles avaient commis un adultère, mais par contre la réciproque n'était pas possible, il ne faut pas rigoler. Ouais. Pour moi, cette histoire, ça vient aussi rappeler quelque chose qui a longtemps été ignoré, à savoir l'extermination des femmes au moment de l'Inquisition, avec la chasse aux sorcières. Et Starhawk, qui est une figure de l'écoféminisme, en parle dans son livre « Rêver l'obscur », dont vous m'avez parlé comme d'une référence pour vous. Donc, ce moment-là de la chasse aux sorcières, ça aurait été pour elle une rupture avec un mode de vie en lien avec la nature. Et cette rupture a permis la mise en place du système patriarcal tel qu'on le connaît en tout cas aujourd'hui, qui est selon elle le monde de la mise à distance, de l'illusion de la séparation. Vous vous définissez vous-même comme écoféministe. Qu'est-ce que ça signifie ce terme en général et pour vous en particulier ? L'écoféminisme, c'est pour moi, c'est rendre visible le fait que dans le combat écologiste, le féminisme est fondamental. C'est montrer que tout est relié. En gros, je suis passée de féministe à écoféministe, déjà en référence à l'histoire des mouvements écoféministes, qui étaient très actifs dans les années 1970. On cite Maria Mies dans le livre où elle disait les femmes savaient que sans changer le tout, elles n'obtiendraient pas les droits qu'elles voulaient. Et aujourd'hui, on a des choix de société à faire pour transformer nos modes de vie. Et on se bat contre des fausses solutions qui sont proposées par le système économique, libéral, patriarcal, etc. pour maintenir le système de domination. Et il est essentiel dans nos luttes d'intégrer pleinement ces principes de vie et d'égalité des droits qu'on peut voir un peu aussi comme Simone Veil parle d'obligation des êtres humains les uns vis-à-vis des autres, que je trouve très intéressante parce qu'il ne s'agit pas seulement de défendre ses droits à soi, mais d'avoir des droits communs et une possibilité commune d'avoir une vie qui peut être digne. C'est Simone Veil, la philosophe. La philosophe. C'est avoir accès à... donc elle parle des ressources nécessaires à la nourriture de l'âme, donc à la culture, à l'éducation, et bien sûr avoir accès à des aliments sains, de l'air pur, une place dans la société, que ça passe par le travail ou quelque chose qui sera redéfini, mais qui donne de la valeur à chacun et chacune d'entre nous. L'écoféminisme, c'est un mouvement, on va dire, très épars. Comment se traduit concrètement ce combat ? Alors, les actions écoféministes, c'est un océan de différentes approches. Il y a des actions de retour à la terre, de redevenir dans l'autosuffisance, approche du soin, de la culture régénératrice. Et puis, mais bien sûr, l'approche globale de comment est-ce qu'on fait changer un système qui nous emmène vers le chaos. Comment est-ce que concrètement on met en œuvre des rapports de force pour faire en sorte que, je ne sais pas, par exemple, et c'est aussi ce sur quoi je travaille en ce moment, sur l'énergie. Nos choix énergétiques ont été confisqués depuis des décennies par les gouvernements qui se sont succédés. Et en France, on a cette question qui est souvent une non-question, puisque c'est une imposition de l'énergie nucléaire. Déjà, il n'y a pas que le nucléaire, puisque dans les énergies décarbonées, il y a les énergies renouvelables et le nucléaire. Mais le nucléaire, aujourd'hui, c'est une énergie qui est patriarcale, qui centralise le pouvoir à une élite masculine qui sort des écoles d'ingénieurs, des mines, etc., qui n'ont que cette version du nucléaire comme idéologie qui permettrait d'avoir une filière d'excellence soi-disant en France, alors qu'aujourd'hui la filière est dans un état catastrophique, mais aussi de garder un pouvoir centralisé, alors que c'est une énergie qui reste dans la colonisation, avec les mines d'uranium, le fait qu'aujourd'hui en France, 80% des opérations dosantes, donc qui exposent les corps à la radioactivité, sont menées par des entreprises sous-traitantes, avec toutes les dérives que ça implique en termes de vulnérabilité des travailleurs. Et comment vous reliez ce type d'action à une dimension de l'écoféminisme plus spirituelle, avec l'idée de la magie dont parle Starhawk, du lien au soleil, à la lune, ce qui d'ailleurs peut lui valoir des critiques.
Et puis vous concernant, vous m'avez confié avoir fait le choix d'être athée. Donc comment vous vous situez par rapport à ça ? Sarok, elle parle de magie comme ce qui est immanent et ce qui nous relie. Et moi, je crois profondément au fait que, effectivement, on a besoin de sentir cette interdépendance entre êtres humains et avec la terre, les espèces animales, végétales, etc. Puisque c'est grâce à elles qu'on peut vivre sur Terre. Oui, elle oppose le Dieu transcendant du pouvoir sûr, en fait, de la domination patriarcale, capitaliste, etc., au pouvoir immanent d'une grande déesse qui relierait les êtres vivants. En fait, elle parle du pouvoir du dedans. Et cette force-là, qui est pour moi la force de la non-violence, qui nous permet justement de ne pas rester dans un statut de victime ou juste de subir la marche du monde, mais de passer à l'action, de trouver la force morale nécessaire pour dire non à la violence. Et donc Starhawk, elle articule ses rites avec des actions concrètes de désobéissance civile, notamment, et c'est raconté dans Reclaim de Emily H., l'action des femmes au Pentagone pour protester contre l'utilisation de l'énergie nucléaire et de l'armement nucléaire. Encore une fois, on y revient. Et donc, c'est pour elle un lieu de création. Lors de cette action immense au Pentagone, les femmes venaient devant le Pentagone avec des pratiques de célébrations diverses, avec beaucoup de couleurs, de danses, de chants. Beaucoup de textes ont été écrits et elles se faisaient arrêter par centaines. Elles étaient emprisonnées pendant 4 jours. Elles ressortaient, elles y retournaient. Et elles ont vraiment créé une action joyeuse et déterminée. Et alors, quels sont les mouvements féministes ou écoféministes qui vous inspirent en France ? Alors, je suis beaucoup le mouvement Nous Toutes. Nous Toutes, elles ont fait un truc génial, c'est qu'elles ont vraiment rendu audible ce dont on a besoin pour réduire et éliminer les violences faites aux femmes en France. Donc 1 milliard à investir dans l'accueil des femmes violentées, dans la formation au niveau institutionnel, mais aussi dans la société, et un changement de référentiel certainement dans les imaginaires et dans nos consciences. C'est un des rares mouvements, je crois, qui d'ailleurs donne des formations à la non-violence aussi. C'est ça. Elles revendiquent aussi le fait qu'elles sont non-violentes et elles font un travail de sensibilisation qui est salutaire. Donc depuis le Covid, elles font beaucoup de formations en ligne. C'est comment est-ce qu'on parle des violences misogynes, sexistes et sexuelles. On arrête de dire que c'est un crime passionnel. Non, c'est un crime possessif ou ce qu'on veut. Mais voilà, ces mots, c'est important de les conscientiser et de savoir les utiliser pour remettre la gravité là où elle est. Et non pas continuer à excuser les violeurs parce qu'elle était habillée trop courte, parce qu'elle avait bu ou lui avait bu. Enfin, il y a tout un exercice de style qui consiste à réduire la gravité de ce que les femmes peuvent subir. Et il y a aussi le travail des colleuses, donc dans les rues des villes, qui font passer des messages forts sur le fait de visibiliser des violences qui sont commises ou des sentiments qu'on peut avoir quand on est confronté à une situation. Les colleuses, elles nous disent « vous n'êtes pas toute seule ?» et en plus, on va lutter pour que ça s'arrête. Oui, c'est prendre possession aussi de l'espace public. Et c'est aussi porter la voix de celles qui ne sont plus là, parce qu'il y a aussi beaucoup de commémorations de femmes, de féminicides sur les murs. Et puis, bien sûr, les fémènes qui font des actions vraiment impressionnantes, où là, elles vont jusqu'à la nudité. Et pour le coup, les fémènes suscitent beaucoup de commentaires et de chocs dans l'opinion publique. Est-ce que c'est nécessairement positif ? Les fémènes participent à choquer les consciences, mais c'est ce qui permet aussi des déclics. Et c'est ce qui permet de faire entendre leur cause et leur message. Mais pourquoi font-elles ça ? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que ce que font les fémènes est violent. Mais comme des fois, on nous dit que nos actions sont violentes dans Alterativa ou dans Greenpeace, et pour les fémènes, c'est non, c'est violent parce que
vous dénoncez le patriarcat religieux. Donc les gens se sentent agressés dans leurs croyances. Mais en fait, on inverse la violence. Où est la violence vraiment ? Quand on a des femmes qui ont écrit sur leur sein « pas une de plus ». Mais ce rejet qu'elle provoque, ça dit aussi à quel point le corps des femmes ne leur appartient pas. Parce que ce qui choque, c'est le fait qu'elles utilisent leur corps pour autre chose que pour les tâches auxquelles la société leur assigne ce corps. Enfin, une action très forte des Femen était... donc une femme a voulu visiter le musée d'Orsay, elle était en décolleté. Elle a été refusée d'entrer parce que son décolleté était indécent. Et le lendemain, il y a des dizaines de femmes donc, qui sont entrées dans le musée, qui se sont dévêties et donc qui avaient écrit un message sur leur sein et leur ventre. Où est l'indécence ? C'était pour dénoncer le fait que, en plus dans un musée... Où il y a l'origine du monde de Courbet. Exactement, où il y a des statues complètement nues, on juge que le décolleté d'une femme est indécent. Et ça me fait vraiment penser, là pour le coup, à ce qui se passe aussi en Iran. Là encore, c'est une injonction. Alors, il y a le voile, mais ça va même plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Sur toute la planète, les femmes, régulièrement, sont entravées dans le droit à disposer de leur corps. Que ce soit de la domination de la religion, des traditions religieuses, que ce soit dans l'ordre de la culture patriarcale, familiale, etc. Au niveau de la sphère du travail, les femmes sont entravées dans leur liberté de s'habiller comme elles veulent, d'avoir des enfants quand elles veulent, d'avoir des rapports sexuels quand elles veulent, etc. Donc encore aujourd'hui, les femmes doivent se battre juste pour exister comme elles veulent. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'espoir concernant les luttes pour le climat et les luttes écoféministes ? Aujourd'hui, je garde de l'espoir en voyant tous les activistes, militants, militantes dans tous les pays du monde qui sont mobilisés pour faire émerger une société qui soit soutenable et qui soit juste. Donc, quand j'ai une petite baisse de morale, en général, je multiplie les rencontres avec d'autres activistes parce que je m'aperçois qu'elles me nourrissent énormément. Et est-ce que vous sentez un soutien féministe, une forme de sororité, que ce soit dans les luttes ou dans votre famille ? Je me souviens de cette scène dans le film Désobéissante où votre grand-mère dit de vous « J'aime beaucoup ma décrocheuse ». C'était tellement tendre. Quand j'étais petite, j'ai un flash d'un moment où je jouais aux cartes avec ma grand-mère. Et en fait, d'un coup, je lui ai dit « Mais t'es une sorcière !» Et en fait, dans ma tête, c'était pas la sorcière de Blanche-Neige, et c'était quelque chose de grand, de fort, qui m'a bouleversée sur le moment. Et en fait, je me suis reprise tout de suite en disant, comme si c'était péjoratif, non, mais c'est positif ce que je te dis, Mima. Et puis, alors, elle a souri, elle m'a dit, oui, je comprends. Et je trouve que cette force-là, je la ressens toujours. Avec des femmes, avec des hommes aussi qui sont dans la lutte. C'est cette force qui nous porte et qui fait qu'on prend part activement à sa vie, à rendre sa vie pleine de sens. Merci beaucoup, Pauline Boyer. Et je crois que vous aviez envie de conclure cet épisode par une chanson et une chanteuse qui vous tiennent à cœur, si vous voulez en dire un tout petit mot. Oui, alors c'est une chanson qui s'appelle « En colère ». Et elle a été écrite par Emma Bitson. Emma, c'est une activiste climat. Et j'ai été en garde à vue avec elle après l'action de décrochage de portrait d'Emmanuel Macron. Et on s'est retrouvés dans la cellule, on était 3. Et elle nous a dit, mais les filles, là, ce qu'on est en train de vivre, l'activisme que je pratique depuis plusieurs années... ça va rentrer dans mon art. Et mon prochain album sera profondément écoféministe et engagé. Et 2 ans après, je crois, cette chanson est sortie et elle me bouleverse parce que c'est Emma que je connais, sa force et son engagement, et parce que c'est une artiste extraordinaire. Emma Bitson. T'as pas vu mes yeux, j'ai les yeux colère. T'as pas vu le feu qui rugit derrière. Si t'écoutais un peu, t'entendrais la terre.
suis une jeunesse au bord des pleurs. Je suis la jeunesse d'un monde sans peur. En colère et déter. En colère et déter. En colère et déter. T'as pas vu mes yeux, j'ai les yeux colère. Les yeux sorcières. T'as pas vu le feu qui rugit derrière, qui rougit ma chair. Dans mes yeux encore vivent mes sœurs de galère, mes sœurs d'éther. Si tu voyais mon corps, torrent dans mes artères. Je rêve qu'être suffise, ma quête est peut-être vaine, mais je mise sur une jeunesse qui s'obstine à changer de paradigme. Que jaillisse le fluide, que tel le phénix fluide renaisse des cendres des sorcières. Que ce que tu appelles le féminin dégouline, prospère. Nous sommes une lave en éruption, parti brûler toute forme de prédation. Toi le colon en quête de territoire, regarde bien, t'as pas fini d'en voir. Sache que nos armes sont magnanimes, mais tu verras non moins sanguines. Tu détruis, tu sales et tu rases. Bon plante, on guérit, on enrage. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet Soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa.